Les origines de la mafia aux États-Unis sont attestées dès la fin du XIXe siècle. Au départ, Cosa Nostra, qui est donc le nom de la mafia américaine, qui est d'ailleurs ensuite devenu le nom de la mafia sicilienne, ne s'appelait pas Cosa Nostra, mais la Mano Nera, qui signifie la main noire. Et donc, dès la fin du XIXe siècle, il y a des groupes de criminalité organisée, notamment à la Nouvelle-Orléans. On va entendre parler de cette mafia de la Nouvelle-Orléans parce qu'il y a une guerre des gangs à la fin du XIXe siècle qui provoque une enquête de la police fédérale des États-Unis. Et dans le cadre de cette enquête, un policier américain, NC, est tué. À la suite de cet assassinat, des Italiens, Siciliens sont arrêtés, puis relâchés, et du coup cela va provoquer une réaction de révolte, qui est en même temps d'ailleurs une réaction de xénophobie de la population. Ils seront lynchés. Et à la suite de ça, donc on va entendre parler effectivement des premières manifestations donc, de cette criminalité organisée à la suite de ce massacre donc à la Nouvelle-Orléans. La criminalité organisée va connaître une expansion très importante à la faveur de deux lois. La première intervient en 1914, elle vise à l'interdiction de l'usage et du commerce des opiacés. Donc, et du coup, la mafia va bien évidemment profiter de cette aubaine et commencer dès ce moment-là à pratiquer une forme de commerce de drogue. Et bien évidemment, surtout, en 1919-1920, c'est le Volstead Act, c'est-à-dire cette loi donc, sur la prohibition de la production et du commerce de l'alcool, mais pas de la consommation, ce qui peut sembler assez curieux, qui va permettre là encore eh bien, à ces groupes de criminalité organisée de réaliser d'immenses profits. Alors la question qui se pose et dont débattent les historiens est de savoir si cette criminalité est une criminalité implanté en Sicile, est un produit d'exportation en quelque sorte, ou si c'est une criminalité endogène. Je dirais qu'en fait, les deux analyses sont valables, car il y a bien évidemment une dimension d'exportation qui passe par le développement d'une immigration très très importante. Les États-Unis se sont construits à travers des vagues successives d'immigration, et entre 1890 et 1914, la Première Guerre mondiale, il y a 4 millions d'Italiens qui vont s'installer aux États-Unis, et simplement entre 1900 et 1914, 1 million de Siciliens quittent la Sicile principalement donc pour l'Amérique et les États-Unis. Donc avec cette immigration très importante, arrive une population qui est une population souvent pauvre, à la recherche donc d'une forme d'intégration sociale aux États-Unis. Et l'une des caractéristiques, comme vous le savez, du développement, de la structuration de ces villes américaines, eh bien, c'est l'organisation par quartier ethnique. Donc ces Italiens vont se retrouver dans des Little Italy, dans des quartiers entre eux, où vont se reconstituer là des formes de hiérarchie sociale qui vont permettre à certains chefs de la criminalité eh bien, de contrôler une population qui est souvent une population faible, démunie, qui donc a besoin en quelque sorte de protecteurs qui souvent pratiquent le racket et la protection en même temps, c'est l'une des caractéristiques de la mafia. Bien évidemment, l'émigration joue un rôle important, mais cette émigration, c'est une masse de population considérable, et parmi ces migrants, il y a quelquefois en effet des mafieux qui fuient la Sicile pour se réfugier aux États-Unis. Alors, il y a une période en particulier où de nombreux mafieux, plusieurs centaines probablement, vont quitter la Sicile en direction des États-Unis. C'est le moment du fascisme, car Mussolini va décider de réprimer la mafia en envoyant en Sicile un préfet, le préfet Mori, qui a des pouvoirs extraordinaires dans les années 20 pour lutter contre la mafia. Et c'est dans l'histoire de la répression de la criminalité organisée en Sicile l'un des épisodes répressifs les plus importants,
puisqu'il va procéder à l'arrestation de centaines de mafieux. Il va mettre véritablement certains villages mafieux en état de siège en Sicile. Et donc, de nombreux chefs mafieux vont fuir en direction de la Tunisie et des États-Unis. C'est le cas, par exemple, de Joe Bonanno. C'est le cas également de Masseria, que l'on voit dans le film, qui va rejoindre les États-Unis à ce moment-là. Dans l'installation de cette criminalité aux États-Unis, il y a un facteur endogène qui est lié à l'organisation sociale, au climat de pauvreté, bon, qui va être particulièrement important au moment de la Grande Dépression, donc à la fin des années 20, au début des années 30. Donc des conditions qui sont liées spécifiquement au mode d'organisation sociale des États-Unis et des liens de fait qui existent entre cette criminalité sicilienne et des boss donc qui se sont installés à New York. À la fin des années 20, il y a deux villes qui vont devenir véritablement les citadelles, en quelque sorte, de la criminalité organisée aux États-Unis. C'est New York, d'une part, et Chicago, d'autre part. À Chicago règne Al Capone, qui signifie le grand chef en italien, dont le pouvoir est lié, là, justement, au commerce de l'alcool. Et Al Capone va conquérir le pouvoir, et c'est d'ailleurs un scénario qui se répète dans la plupart des cas, moyennant la violence, en particulier lorsqu'on a, à la faveur de ce qu'on a appelé la Saint-Valentin en 1929, il y a une guerre des gangs et à l'issue de cette guerre des gangs, eh bien, Al Capone devient donc le chef incontesté de la famille de Chicago. À New York, la situation est un peu plus compliquée puisqu'il y a plusieurs familles donc, qui se partagent le pouvoir et ces familles, et on le voit bien dans le film, et Jovala qui l'a raconté, donc vont se livrer une guerre absolument terrible dans les années 30, donc qui est la guerre, on a appelé ce conflit les vêpres siciliennes, et on l'appelle également la guerre de Castellammare, parce que ce sont là des familles d'origine sicilienne, et certaines d'entre elles de Castellammare en Sicile, qui vont se disputer le pouvoir. C'est difficile de préciser quelle est l'origine exacte de Cosa Nostra. Cosa Nostra, ça signifie nos affaires. L'expression s'est vraisemblablement popularisée justement lors de l'interview, lors de la confession de Valachi devant la commission sénatoriale d'enquête, parce que lorsque Valachi était un petit peu réticent à apporter certaines réponses, eh bien, il disait « ce sont nos affaires » et « Cosa Nostra ». Et donc Cosa Nostra est devenu à ce moment-là synonyme de mafia. Au départ, la Cosa Nostra désignait la mafia américaine principalement, et elle a fini par désigner aussi la mafia sicilienne, notamment parce que les liens se sont renforcés entre les deux criminalités à la faveur du trafic de drogue principalement. Il y a toujours eu des liens entre les deux organisations, mais il ne serait pas exact de penser les liens comme étant, au fond, la mafia sicilienne, l'organisation mère, en quelque sorte, et Cosa Nostra américaine, une espèce de filiale. Il y a eu toujours à la fois des liens et en même temps une autonomie totale de Cosa Nostra américaine, au point d'ailleurs que certains mafieux, lorsqu'ils quittaient la Sicile pour se réfugier aux États-Unis, découvraient, ça a été le cas de Buscetta par exemple, bon, un peu désappointé qu'il n'avait pas de droits ou de prérogatives particulières liées aux fonctions qu'il pouvait occuper effectivement dans la mafia sicilienne. Alors, ces liens sont attestés là depuis très longtemps. Il y a par exemple un épisode où on les a vus apparaître de façon tout à fait significative. En 1909, un policier nommé Joe Petrosino
est venu des États-Unis pour enquêter précisément sur les liens entre les deux organisations et notamment dans le prolongement de l'assassinat de ce policier NC à la Nouvelle-Orléans. Et à peine avait-il mis pratiquement le pied à Palerme qu'il a été descendu, ce qui montre que les contacts entre les deux mondes fonctionnaient particulièrement bien. Ces liens entre les deux criminalités deviennent plus structurels, plus organiques à partir des années 50, à partir du moment donc, où désormais aussi bien la mafia que Cosa Nostra sont engagés de façon massive dans le trafic de drogue, et deux réunions importantes sont organisées en 1957 à l'Hôtel des Palmes à Palerme et à Apalachine à côté de New York. Et c'est lors de cette réunion d'Apalachine qu'intervient d'ailleurs une descente de la police qui verra l'arrestation d'un certain nombre de boss mafieux. Alors le personnage de Joe Valacchi est particulièrement intéressant, pas seulement pour le rôle de repenti qu'il a joué, ça a été un des plus grands repentis donc, dans l'histoire de Cosa Nostra, mais parce son itinéraire est quand même très emblématique justement de l'histoire des mafieux. D'abord c'est un migrant de la deuxième génération, c'est-à-dire qu'il naît aux États-Unis en 1903 je crois, et il va commencer donc par réaliser un certain nombre de coups de main, pratiquer des formes de raquettes, également de vol. Et donc il a déjà un certain usage de la violence, mais comme peuvent le faire donc des criminels qui ne sont pas nécessairement affiliés à Cosa Nostra. C'est en prison, c'est une fois qu'il se trouve en prison qu'il connaît à Sing Sing, qu'il connaît l'existence donc de Cosa Nostra et qu'il va effectivement rejoindre d'abord le clan de Maranzano qui règne véritablement sur la mafia new-yorkaise, donc au milieu des années 30, lors de cette guerre donc de Castellammare. Après l'assassinat de Maranzano, il va passer donc dans l'autre clan, il va rejoindre l'autre clan, et ça aussi je dirais que c'est assez emblématique de cette histoire de la criminalité organisée qui est faite d'alliances, de contre-alliances, de trahisons en série, et c'est comme cela donc qu'il sera par la suite amené à rendre des comptes à Genovese. Lequel se trouvait en Italie dans les années 30. Il a fui des condamnations. Et donc au moment, d'ailleurs c'est assez amusant, où la plupart des mafieux quittaient l'Italie pour se réfugier aux États-Unis, eh bien Genovese, lui, quitte les États-Unis pour aller en Italie. Et c'est après la Deuxième Guerre mondiale donc, qu'il revient aux États-Unis. Genovese a l'idée que c'est Valacchi qui l'a trahi, on comprend bien cela dans le film, et il décide de l'éliminer. $30 000 pour Joe Valacchi. Passe le mot. Et c'est parce qu'il se sent menacé sur sa vie, notamment parce qu'on a essayé de le liquider en prison, et de ce point de vue-là, ce que montre le film est aussi tout à fait exact, et bien que Valacchi va donc accepter de témoigner publiquement, et la déposition donc de Valacchi va véritablement passionner les États-Unis. Quand êtes-vous devenu membre de cette organisation? En 1930. En 1930. Comment s'appelle-t-elle? Cosa Nostra. Pour ce qui est de Genovese, eh bien, il appartient donc à ces Italiens. Il n'est pas sicilien, mais il est d'origine napolitaine, Genovese. Je crois qu'il rejoint les États-Unis en 1913. Il a plusieurs condamnations dès ce moment-là pour homicide. Et donc, il va devoir lui quitter, et on voit cela aussi, on voit la façon dont il organise l'interrègne en son absence. Il va devoir donc quitter les États-Unis pour fuir la justice.
se retrouvant en Italie et d'ailleurs entretenant de bonnes relations avec certains hiérarques du régime fasciste. Lui revient après la Deuxième Guerre mondiale aux États-Unis et il va essayer de reconquérir donc ce pouvoir moyennant la liquidation d'un certain nombre de traîtres et il va s'engager massivement donc à partir des années 1950 dans le trafic de drogue. Emprisonné une nouvelle fois, eh bien c'est depuis la prison qu'il va continuer à diriger donc les affaires de la mafia pratiquement jusqu'à sa mort. Alors là, il y a quelque chose que le film montre très bien d'ailleurs, qui est cet univers de la prison qui constitue une espèce d'interface justement entre l'extérieur et le monde de la criminalité organisée, avec des gardiens qui quelquefois sont achetés par les boss mafieux, avec des boss mafieux qui restent en contact avec l'extérieur. Il y a quelques années, dans certaines prisons siciliennes, certains boss mafieux avaient des téléphones portables, hein, donc ce lien n'avait pas été coupé là non plus. Et je trouve que le film montre très bien aussi comment ce qui est quand même une règle de base du mode de fonctionnement mafieux, la violence, eh bien cette violence n'a pas été abolie en prison, c'est précisément le lot quotidien de ces détenus que d'avoir affaire à cette violence, et même en prison, donc ils se sentent menacés. L'un des apports de la déposition de Valachi a été de mettre l'accent sur l'organisation, sur la structure de la criminalité organisée. Et Valachi a révélé en particulier, donc il y avait une forme d'organisation pyramidale, donc de Cosa Nostra, avec le boss qui dirigeait donc une famille, en dessous du boss l'underboss ou le sottocapo donc en Italie, et un conseiller, et également ce qu'on appelle en italien le capo regime, qui est en fait un chef de groupe en quelque sorte, qui dirige plusieurs soldats, les soldats constituant donc la base même de l'organisation. On va constater alors cette fois quelques années plus tard, lorsque Buscetta va livrer son témoignage au juge Falcone dans les années 80, qu'il y a une grande similitude entre l'organisation de Cosa Nostra et l'organisation de la criminalité sicilienne. D'autre part, il y a un élément de nouveauté qui intervient aux États-Unis dans les années 50, sous l'influence de Lucky Luciano, qui est devenu lui-même tout puissant à l'issue de la guerre de Castellammare, c'est qu'intervient une forme de commission, c'est-à-dire de structure fédérale qui tend, pour certaines affaires importantes, notamment l'organisation du commerce de la drogue, eh bien, à faire intervenir régulièrement, tous les 5 ans, des accords entre les différents chefs de famille. Cette révélation du caractère structuré de l'organisation est important aussi pour la lutte contre la criminalité organisée, parce que ça va être utilisé bien sûr par les magistrats pour mettre en cause des mafieux, non plus ce qui était très difficile sur la base de forfaits ou de crimes qu'ils auraient effectivement perpétrés, mais pour appartenance ou pour un rôle de responsabilité qu'ils ont joué dans l'organisation. Dans les déclarations de Valachi qui ont particulièrement intéressé les Américains, il y avait ces révélations concernant le rite d'initiation pour faire partie de Cosa Nostra. Le film reproduit assez fidèlement ce qu'a été le témoignage de Valachi de ce point de vue, et ce qu'on peut constater, eh bien, c'est que le rite de Cosa Nostra est très largement inspiré de ce qui se pratiquait là en Sicile dès la fin du XIXe siècle. On voit d'abord qu'il y a cet échange de sang entre le capo donc, qui accueille le nouveau venu dans l'organisation et le membre de l'organisation, enfin le membre futur de l'organisation. Par le sang qui vient de couler, Joe Valachi, maintenant tu es de la famille. Bien évidemment, d'un point de vue symbolique et anthropologique, l'échange de sang est tout à fait intéressant. C'est une façon de dire que désormais, on a rejoint la famille dont on fait partie sur le plan biologique. Et c'est aussi une façon de dire que le soldat est prêt à verser son sang pour l'organisation,
en général, il a déjà fait verser du sang pour entrer dans l'organisation en montrant qu'il était capable d'utiliser la violence. Il y a un autre élément qui intervient dans cette scène, c'est le morceau de papier ou l'image, quelquefois, que l'on fait brûler entre ses mains, qui est une façon de dire donc que si l'on trahit, eh bien on connaîtra le même sort, on ne survivra pas donc à la trahison. Alors ce rite d'initiation est bien évidemment occulte, c'est-à-dire que seuls les initiés le connaissent, et le caractère occulte est aussi une façon eh bien, de souder donc l'organisation elle-même. Ce film est un film intéressant et pour l'époque relativement inhabituel. Il a plusieurs mérites. Le premier mérite, c'est qu'il n'a pas proposé une vision romantique, mythologique de la mafia, qu'il est resté très proche, au fond, du témoignage de Valachi, dont il est une espèce de mise en image réaliste. Et je crois qu'il est également très intéressant parce que justement, donc, il ne cherche pas à embellir la réalité du crime organisé. C'est un film violent qui montre bien le caractère sordide et en même temps instrumental de cette violence et d'une certaine façon inéluctable. C'est-à-dire qu'on comprend bien comment le pouvoir des mafieux s'ancre dans une forme de contrôle de la violence. Il montre bien également cet univers carcéral qui est, du point de vue de la mafia, l'un des terreaux justement dans lequel prospère l'organisation. On voit bien comment c'est en prison que Valachi va justement être mise au courant de l'existence de Cosa Nostra, et on voit comment beaucoup de choses se disent et s'organisent depuis la prison, notamment l'ordre qui est donné par Genovese de tuer Valachi. S'il m'arrive d'avoir un panier de pommes et que l'une d'entre elles est pourrie, ben faut que je m'en débarrasse et vite. Sinon, elle risque de pourrir les autres pommes. Cette scène est assez fidèle à ce qu'a raconté Valachi, qui connaît les codes mafieux et qui comprend donc que la métaphore de la pomme pourrie eh bien, est destinée à s'appliquer directement à son cas. Ce film est donc un film réaliste qui présente un regard sans concession sur la mafia. Ça n'a pas toujours été le cas au cinéma. Si l'on pense au Parrain en particulier, le Parrain a certainement contribué à façonner une mythologie plutôt favorable à la mafia. On a même dit que les producteurs du film étaient pour certains d'entre eux contrôlés par la mafia. Quoi qu'il en soit, ce film présente une vision qui est à la fois esthétisante de la mafia. Le fait qu'il se passe en partie en Sicile également a certainement contribué à donner cette image un peu folklorique, méditerranéenne de l'honorable société. Et donc je dirais que Le Parrain n'est pas un film qui est du côté de la réalité historique. En revanche, Les Affranchis de Scorsese est probablement beaucoup plus réaliste et beaucoup plus proche de ce qu'est effectivement l'honorable société. Dans Le Parrain, on a le sentiment que Don Vito Corleone est en quelque sorte le défenseur de la veuve et de l'orphelin, alors qu'on voit bien justement dans Les Affranchis le lien qu'il peut y avoir entre une criminalité ordinaire et la criminalité organisée. Alors la mafia n'a pas cessé d'inspirer les cinéastes et on observe aujourd'hui en Italie depuis quelques années un renouveau dans les représentations de la mafia qui est lié à la fois au renouveau du cinéma italien mais qui est lié aussi à une forme de libération du discours sur la mafia qui est intervenue depuis les années 1980, depuis l'époque pratiquement du général Dalla Chiesa, depuis que les gens ont osé se mobiliser, manifester
contre la mafia, depuis qu'il y a eu un mouvement de la société civile contre la mafia. Il y a de ce point de vue-là 2 films importants qui ont été réalisés. L'un est consacré à Placido Rizzotto, qui était un syndicaliste qui a été assassiné par la mafia en 1948, et l'autre à Giuseppe Impastato. Ce deuxième film s'appelle I Cento Passi, et il raconte la façon dont Badalamenti, l'un des boss de la mafia, a ordonné l'assassinat d'un jeune militant d'extrême gauche, Giuseppe Impastato, dont le corps a été retrouvé en 1978. Donc au départ, la police a essayé de faire croire que parce que c'était un militant d'extrême gauche, il préparait un attentat. Et depuis, toute la lumière a été faite et on le sait que c'était un assassinat à matrice mafieuse. Ces 2 films sont aussi dans une forme de veine réaliste et ils montrent donc cette organisation pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une organisation de criminels dont les membres recherchent principalement le profit en utilisant la violence et au détriment de l'ensemble de la société. Onoreremo Cosa Nostra! L'une des raisons de la longévité de Cosa Nostra aux États-Unis et de la mafia en Sicile sont les liens que la criminalité organisée a su tisser avec la classe politique. Alors il y a une différence de ce point de vue-là entre les États-Unis et la Sicile, c'est que ces liens ont probablement été beaucoup plus organiques, beaucoup plus importants en Sicile qu'ils ne l'étaient aux États-Unis. N'empêche que dès les années 1950, lors du travail de la première commission d'enquête sénatoriale Kefauver, apparaissent des liens donc entre une partie des hommes politiques et la mafia. Joe Valachi y revient un petit peu dans sa déposition et ce sera donc le rôle également de la commission McClellan en 1963-1964 de dénoncer donc ces liens avec la criminalité organisée. Alors il se trouve qu'il y a à ce moment-là, dès lors que Kennedy accède au pouvoir, il y a eu une volonté de la part du pouvoir politique de combattre la mafia. Il n'était pas le premier. Roosevelt également avait cherché à lutter de façon importante contre la criminalité organisée. Mais Kennedy, en nommant notamment Robert Kennedy comme ministre de la Justice, eh bien, a effectivement impulsé une lutte très importante contre la mafia. L'une des spécificités de Cosa Nostra américaine, c'est qu'elle a su prendre le contrôle des syndicats très tôt, dès les années 30, et en particulier des syndicats de dockers à New York et des syndicats de camionneurs dans tout le pays. Prendre le contrôle au point d'ailleurs qu'il faut savoir que le syndicat des camionneurs dans les années 1950 a été exclu pour plusieurs années de la confédération de l'ensemble des syndicats américains, tellement il avait été fait la preuve de la corruption de ce syndicat. Et l'un des responsables du syndicat des camionneurs, Jimmy Hoffa, a été assassiné dans des conditions particulièrement troubles. Alors ces syndicats, ils entrent en scène au moment de la Seconde Guerre mondiale, car Lucky Luciano, donc, qui était en prison à ce moment-là, qui avait été emprisonné pour proxénétisme, avait conservé des liens avec les syndicats, et en particulier avec les syndicats des dockers, et il serait intervenu pour que les dockers empêchent des formes de sabotage dans le port de New York, et également pour qu'ils ne se mettent pas en grève à un moment donné où les Américains inondaient l'Europe entière d'armes et d'autres produits qui pouvaient leur manquer. Et donc, il a probablement effectivement été mis en liberté de façon anticipée pour ce service qu'il aurait rendu aux Américains par l'intermédiaire donc des syndicats de dockers. En revanche, il y a une légende qui veut que Luciano aurait donné des renseignements tout à fait essentiels pour le débarquement des Américains en Sicile, et aucun document historique n'atteste cela. Ça fait partie de cette mythologie qui glorifie la mafia.
La mafia américaine, aujourd'hui, est probablement beaucoup moins puissante qu'elle n'était à l'époque du film, parce que beaucoup de points ont été marqués dans la répression depuis. Cette mafia a continué un processus d'intégration dans la société américaine, reconvertissant les profits réalisés par des activités illégales dans des activités légales et laissant à de nouvelles formes de criminalité ces activités illégales. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les mafias qui sont beaucoup plus menaçantes sont notamment les cartels colombiens, les mafias d'Europe de l'Est, la mafia russe. Alors, les mafias traditionnelles n'ont pas disparu pour autant, notamment la mafia sicilienne, même si aujourd'hui en Italie, le danger vient beaucoup plus des mafias qui se trouvent en Campanie, en Calabre, dans la péninsule, qu'en Sicile. Reste qu'il y a encore une lutte très importante à mener et que la volonté politique est tout à fait essentielle pour mener cette lutte contre la mafia. Réalisés. L'un est consacré à Placido Rizzotto, qui était un syndicaliste qui a été assassiné par la mafia en 1948, et l'autre à Giuseppe Impastato. Ce deuxième film s'appelle I Cento Passi, et il raconte la façon dont Badalamenti, l'un des boss de la mafia, a ordonné l'assassinat d'un jeune militant d'extrême gauche, Giuseppe Impastato, dont le corps a été retrouvé en 1978. Donc au départ, la police a essayé de faire croire que parce que c'était un militant d'extrême gauche, il préparait un attentat. Et depuis, toute la lumière a été faite et on le sait que c'était un assassinat à matrice mafieuse. Ces deux films sont aussi dans une forme de veine réaliste et ils montrent donc cette organisation pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une organisation de criminels dont les membres recherchent principalement le profit en utilisant la violence et au détriment de l'ensemble de la société. Onoreremo Cosa Nostra! L'une des raisons de la longévité de Cosa Nostra aux États-Unis et de la mafia en Sicile sont les liens que la criminalité organisée a su tisser avec la classe politique. Alors il y a une différence de ce point de vue-là entre les États-Unis et la Sicile, c'est que ces liens ont probablement été beaucoup plus organiques, beaucoup plus importants en Sicile qu'ils ne l'étaient aux États-Unis. N'empêche que dès les années 1950, lors du travail de la première commission d'enquête sénatoriale Kefauver, apparaissent des liens donc entre une partie des hommes politiques et la mafia. Joe Valachi y revient un petit peu dans sa déposition et ce sera donc le rôle également de la commission McClellan en 1963-1964 de dénoncer donc ces liens avec la criminalité organisée. Alors il se trouve qu'il y a à ce moment-là, dès lors que Kennedy accède au pouvoir, il y a eu une volonté de la part du pouvoir politique de combattre la mafia. Il n'était pas le premier. Roosevelt également avait cherché à lutter de façon importante contre la criminalité organisée. Mais Kennedy, en nommant notamment Robert Kennedy comme ministre de la Justice, eh bien, a effectivement impulsé une lutte très importante contre la mafia. L'une des spécificités de Cosa Nostra américaine, c'est qu'elle a su prendre le contrôle des syndicats très tôt, dès les années 30, et en particulier des syndicats de dockers à New York et des syndicats de camionneurs dans tout le pays. Prendre le contrôle au point d'ailleurs qu'il faut savoir que le syndicat des camionneurs dans les années 1950 a été exclu pour plusieurs années de la confédération de l'ensemble des syndicats américains, tellement il avait été fait la preuve de la corruption de ce syndicat. Et l'un des responsables du syndicat des camionneurs, Jimmy Hoffa, a été assassiné dans des conditions particulièrement troubles.
Alors ces syndicats, ils entrent en scène au moment de la Seconde Guerre mondiale, car Lucky Luciano, donc, qui était en prison à ce moment-là, qui avait été emprisonné pour proxénétisme, avait conservé des liens avec les syndicats, et en particulier avec les syndicats des dockers, et il serait intervenu pour que les dockers empêchent des formes de sabotage dans le port de New York, et également pour qu'ils ne se mettent pas en grève à un moment donné où les Américains inondaient l'Europe entière d'armes et d'autres produits qui pouvaient leur manquer. Et donc, il a probablement effectivement été mis en liberté de façon anticipée pour ce service qu'il aurait rendu aux Américains par l'intermédiaire donc des syndicats de dockers. En revanche, il y a une légende qui veut que Luciano aurait donné des renseignements tout à fait essentiels pour le débarquement des Américains en Sicile, et aucun document historique n'atteste cela. Ça fait partie de cette mythologie qui glorifie la mafia. La mafia américaine, aujourd'hui, est probablement beaucoup moins puissante qu'elle n'était à l'époque du film, parce que beaucoup de points ont été marqués dans la répression depuis. Cette mafia a continué un processus d'intégration dans la société américaine, reconvertissant les profits réalisés par des activités illégales dans des activités légales, et laissant à de nouvelles formes de criminalité ces activités illégales. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les mafias qui sont beaucoup plus menaçantes sont notamment les cartels colombiens, les mafias d'Europe de l'Est, la mafia russe. Alors, les mafias traditionnelles n'ont pas disparu pour autant, notamment la mafia sicilienne, même si aujourd'hui en Italie, le danger vient beaucoup plus des mafias qui se trouvent en Campanie, en Calabre, dans la péninsule, qu'en Sicile. Reste qu'il y a encore une lutte très importante à mener, et que la volonté politique est tout à fait essentielle pour mener cette lutte contre la mafia.